Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le 8e épisode du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stéphanie du blog demandeatemères.com à mon micro. Stéphanie est de ces personnes inspirantes et militantes qui font bouger les lignes. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'Instagram et j'ai ensuite découvert son blog. Alors certes, le cheminement est censé être l'inverse, mais j'aime à croire que maintenant, il peut se faire ainsi pour bien des futurs parents en recherche d'informations. C'est son engagement pour nous garantir l'égalité, sa pertinence et la justesse de son discours qui m'ont guidée pour en faire une des premières invitées du podcast. Son blog, demandeatemères.com, dont le nom est plus qu'évocateur, nous invite d'office à ne pas hésiter à lui demander ses tips et ses bonnes adresses. Il est une mine d'informations, mais aussi un témoignage écrit d'un parcours de PMA à l'étranger. Il est touchant, sensible et précis. J'avoue que j'aurais aimé bénéficier de son répertoire et de son histoire quand nous avons commencé nos recherches. Grâce à son compte Twitter, @temères, elle se confronte à nos politiques, toujours respectueusement, en les mettant face à leurs contradictions. Mais derrière la militante, il y a la femme de MC, il y a la mère, cette maman qui, elle aussi, a dû avoir recours à un parcours à l'étranger, en Espagne plus précisément, pour avoir la chance de voir naître leur petit Alix. C'était il y a tout juste 2 ans, et le souvenir des émotions le jalonnant est encore bien présent. Nous avons évoqué ensemble les convictions qui leur ont fait choisir Eugine à Barcelone, mais aussi la gestion de l'échec de plusieurs inséminations ratées, la naissance du blog et évidemment leur mariage, la naissance et l'adoption d'Alix. Vous pourrez aussi retrouver, sous un éclairage différent, son témoignage dans le dernier épisode du podcast Le Tourbillon. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible et je suis vraiment ravie de t'accueillir à mon micro. C'est gentil, merci de nous avoir invités. Je pense que tu œuvres beaucoup dans ce sens-là, ne serait-ce que par rapport à ton blog, donc c'était vraiment important pour moi de t'avoir à mon micro. C'est gentil. C'est normal. Est-ce que tu peux me présenter ta famille, ta constitution familiale ? Oui, donc moi c'est Stéphanie, j'ai 32 ans. J'ai rencontré MC il y a 11 ans, pendant nos études, donc ça va faire 11 ans en mai qu'on est ensemble. On est toutes les deux mamans d'une petite Alix qui va avoir 2 ans dans quelques jours. Et on a notre petit Waxou aussi avec nous depuis 7 ans et demi maintenant. D'accord. Alors déjà, joyeux anniversaire un petit peu en avance à Alix. 2 ans, c'est quand même le bel âge. Ouais. C'est le moment où... le terrible tout. Ouais, voilà. Alors il y a ça, mais c'est aussi le moment où il commence à gagner en autonomie. Alors bon, la balance s'équilibre. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu votre histoire à MC et à toi ? Oui, du coup, on s'est connus pendant nos études. On est toutes les deux architectes. Du coup, on s'est connus pendant notre licence. On se découvrait un peu toutes les deux. Donc, on n'était pas forcément au courant l'une pour l'autre. Enfin, voilà, on s'est un peu rapprochés en soirée. Enfin, voilà. Petit à petit, on a compris. Voilà. Je l'ai connue après pendant 6 mois, à peu près. Voilà, c'était désiré, tout à fait. Et puis on s'est mis ensemble en mai 2009, du coup. On a fini nos études et on a été en relation à distance parce qu'elle avait trouvé du travail sur Annecy et moi sur Lyon. Donc, du coup, ça a été quelques petites années un petit peu où on se voyait le week-end, quand on y arrivait, etc. Et ensuite, elle est venue me rejoindre à Lyon. Elle a trouvé du travail ici aussi.
Et puis voilà, bah, après le chemin, un peu comme tous les couples, on trouve une maison, on s'installe, on a pris Waxou, enfin voilà, le petit quotidien un peu tout le monde, quoi. Et puis on a D'accord. commencé à parler d'enfants. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à parler d'enfants. C'est ça. Tu peux me raconter un petit peu comment il est arrivé ce désir d'enfant et quels sont les choix que vous avez eu à faire et que vous avez, enfin, les décisions que vous avez prises? Oui, bah alors du coup, moi j'ai toujours su que je voulais des enfants. MC le savait. À ce moment-là, elle en parlait pas forcément beaucoup, elle. C'est plus moi D'accord. qui ai un peu avancé la discussion, on va dire. Parce qu'il y a, en 2014, je me suis fait opérer d'un fibrome de 9 cm dans l'utérus, donc voilà, Waouh! une tumeur dans l'utérus, quoi. Une belle masse. Ouais, Mmh. une belle masse. Et quand on me l'a enlevé, en fait, on m'a fait comprendre que du coup, ça serait compliqué d'avoir des enfants. À ce moment-là, le chirurgien savait pas du tout que j'étais avec une femme, donc il m'a vraiment parlé, voilà, comme si bah, j'étais hétéro et que j'allais vouloir concevoir. Pouvoir tomber enceinte naturellement. Du coup, bah, il m'a averti, voilà, que ça pouvait compliquer un petit peu une grossesse, l'annulation, tout ça, enfin voilà. Mais que comme de toute façon j'étais suivie par une gynéco qui était spécialisée en PMA, bah, elle trouverait des solutions. Bon, ce qu'il savait pas, c'est que moi j'étais déjà suivie à l'époque dans le cadre où je savais qu'un jour je voudrais des enfants. Donc, j'avais déjà cerné un petit peu la gynéco, quoi. Donc, Donc tu avais déjà trouvé et réfléchi à une gynéco dans ce cadre-là, en fait? oui, en fait, la première fois que je suis allée chez un gynéco, c'était quelqu'un qui était vraiment pas friendly et je voulais absolument pas que ça m'arrive à nouveau, qui a refusé en fait de m'ausculter par Ah oui, rapport carrément. à mon orientation sexuelle. Et donc du coup, Oh là là. quand j'ai commencé à l'époque à faire un peu des malaises par rapport au fibrome, etc., que je savais pas encore ce qui se passait, mais je savais que c'était lié à mes cycles. Euh, Mmh. du coup, j'ai voulu trouver une gynéco qui était friendly pour justement être sûre que j'aurais pas à revivre les mêmes choses. Et j'avais une copine qui essayait à ce moment-là d'avoir un enfant avec sa conjointe au Danemark. Et du Mmh. coup, elle m'a passé le contact et il s'avère qu'elle était déjà spécialisée PMA. Donc du coup, j'ai commencé un peu à mettre les pieds dedans à ce moment-là. Et ça me permettait, voilà, de garder en tout cas en contact quelqu'un que je savais open et que je savais du coup ouvert à la question de la PMA. D'accord. Ouais, c'est vrai que le réseau, c'est finalement, ce qui nous aide le plus, hein, pour trouver nos gynécos, en France, hein. C'est ça. Souvent, on passe un peu par le bouche à oreille et effectivement, en tout cas, c'est une gynéco qui aide beaucoup de femmes dans la région. Donc tu savais que tu voulais des enfants de ton côté, tu avais même, commencé, à réfléchir à ton parcours finalement, a priori. Comment ça s'est Oui, tout à concrétisé fait. avec MC? Donc moi déjà, comme on m'avait annoncé un petit peu que ça allait être compliqué, mais qu'en même temps j'avais vraiment envie de porter ou en tout cas d'essayer. Quand on a, c'est moi qui ai abordé le sujet à ce moment, un peu après. On nous avait dit d'attendre 6 mois après l'opération. On a attendu, en vrai, on en a discuté pendant bien 2 ans. D'accord. Ouais, c'est même peut-être, ouais, 2 ans et demi, quasiment, ouais, 2 ans et demi. Et donc du coup, voilà, on savait qu'on avait envie d'enfants à ce moment-là, on savait qu'on était prête surtout, et et du coup, on a très vite décidé que ce serait moi qui commencerais, vu que c'était vraiment quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur. Et, euh, et MC n'était pas forcément prête, elle avait pas forcément envie à ce moment-là, en tout cas, de mettre Pourquoi? son côté très sportif un peu en stand-by, ou elle avait pas spécialement envie, elle, de faire aussi les démarches de contacter le gynécologue, enfin voilà, tout ce genre de petits pas dans le parcours. Voilà, je me sentais plus à l'aise moi de le faire. En tout cas, voilà, pour un premier parcours. Par contre, on savait qu'effectivement, le jour où on partirait sûrement sur un deuxième parcours, si elle en avait envie, bah voilà, on inverserait les rôles. J'aurais un petit peu entre guillemets fait le premier chemin et elle avait plus qu'à suivre, quoi. Mmh. Et du coup, ça l'a rassurée. Moi, ça me convenait aussi, donc on est parti comme ça. D'accord. Après, on s'est un peu posé la question, voilà, comme tous les couples homo, bah, comment est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce Oui. qu'on passe par le don d'un copain? Est-ce que le don d'un anonyme? Est-ce qu'on passe par Cryos? Est-ce qu'on passe par une PMA en Belgique, en Espagne? Enfin voilà, on s'est posé un peu toutes les questions. On a regardé un petit peu sur Internet, on s'est inscrit sur des forums.
Mais assez rapidement, en fait, on avait 2 couples de copines qui avaient eu des enfants avec Eugine en Espagne, avec une clinique barcelonaise qui est assez connue. Et du coup, ça nous faisait un peu une première accroche, on va dire. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que tu avais déjà une bonne idée de tout ce qui était possible comme technique, en fait. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est mon côté peut-être un petit peu obsessionnel sur certaines choses. Quand un sujet m'intéresse, je lis tout ce que je peux trouver sur le sujet. Donc, c'est vrai que j'avais cherché pour la PMA, j'avais cherché pour les dons, j'avais cherché pour la coparentalité, enfin voilà. Mais la coparentalité et le don artisanal, ce qui me bloquait, c'était vraiment à ce moment-là, en tout cas, encore aujourd'hui, légalement, les parents sociaux n'ont aucun lien, puisque du coup, les parents biologiques ont la filiation qui est déjà accordée. Et en cas de don anonyme, le donneur peut faire valoir... Se rétracter, oui. Voilà, se rétracter, faire valoir ses droits. Enfin, on n'a aucune sécurité à ce moment-là. Pour le parent sur social. l'enfant, en fait, simplement, ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup trop peur. Parce que en plus, voilà, j'étais tombée, comme dit, quand tu fouilles un peu sur Internet, tu tombes sur des histoires, c'est pas forcément toujours les plus joyeuses. C'est même souvent les moins joyeuses. Voilà, c'est souvent les moins joyeuses. Et du coup, j'étais tombée sur des histoires qui m'avaient un petit peu fait peur et peut-être refroidi sur le sujet. Et donc, du coup, pour nous, en tout cas, ce qui était le plus sécu, le plus safe, c'était la PMA avec donneur dans une clinique qui nous garantissait du coup de pouvoir ensuite accéder à l'adoption pour ma conjointe et du coup protéger Alix dans sa filiation par rapport à nous deux. Ok. Et alors, au niveau du choix du pays, comment ça... donc tu m'as dit que tu avais des copines qui étaient passées par Eugine. Ouais. Et après, il y avait plusieurs choses. On parle effectivement de la Belgique. Il y avait toujours cet aspect un petit peu, comment dire, le fait de passer devant des commissions, etc. Ça nous dérangeait un petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas une commission où le psy dit oui ou le psy dit non, mais le fait, même en dehors de vraiment d'une commission qui te dirait oui ou non, le fait de devoir expliquer notre démarche, il y avait une espèce de justification derrière tout ça qui moi me bloquait un petit peu. Donc c'est vrai que la Belgique nous attirait moins. Et puis dans le protocole en fait surtout. Donc moi j'avais déjà ces questions de fibrome qui faisaient que on m'avait plus ou moins expliqué que ma fertilité pouvait être touchée. Et du coup, la Belgique nous avait un peu expliqué que eux, il y avait 6 inséminations avant de commencer éventuellement de mettre des stimulations à ce moment-là. Enfin voilà, ça me paraissait être quelque chose de très très long. Complètement. Voilà, je sais que la Belgique c'est peut-être un peu plus naturel. Je sais qu'il y a certaines cliniques qui font des suivis sans prise de sang et sans contrôle folliculaire, juste avec des tests d'ovulation. Ouais, voilà. Alors, pour celles qui veulent quelque chose de très naturel, je le comprends tout à fait. Moi, j'avais besoin de quelque chose de cadré. J'avais besoin, pour que ça me rassure, de quelque chose de plus médicalisé, oui. Ouais, de suivi un petit peu médicalement pour me dire, effectivement, t'es dans des conditions optimales et ça va marcher. Et du coup, donc il y avait ces raisons qui rentraient en compte et la proximité géographique. Parce qu'effectivement, quand on te dit, dans 36 heures, il faut que tu sois sur place, ça nous est déjà arrivé de trouver ni train, ni avion, ni quoi que ce soit, et donc du coup de devoir le faire en voiture. Et clairement, Barcelone, c'est plus près de Lyon que Bruxelles, ou Nantes, ou je ne sais quel autre. C'est vrai que c'est vrai que cette problématique du transport à trouver à la dernière minute, ça joue énormément dans le choix de nos parcours parce que il peut arriver effectivement qu'on ne trouve pas de train ou d'avion ou qu'on en trouve à des tarifs hallucinants qui font que de suite le coût de cette PMA augmente considérablement. Donc clairement, il faut que l'accès en voiture soit le plus simple, soit faisable. Oui, c'est ça. Au moins avoir ce plan B de si je trouve pas l'avion ou si je trouve pas de train, je peux quand même être sur place dans des délais qui sont à peu près raisonnables. Parce que c'est vrai que louper un cycle pour une histoire de transport, c'est pesant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui était pas envisageable, quoi.
Ok. Pour en revenir un petit peu vite fait au parcours belge, donc effectivement, on doit passer par des inséminations avant d'avoir accès au FIV. Ça, je crois que c'est un impondérable sur la Belgique. Par contre, concernant la commission avec le psychologue, nous aussi, on avait cette crainte-là d'avoir à attendre l'accord de quelqu'un pour estimer si oui ou non on pourrait être de bons parents. En fait, ce qu'il nous avait expliqué en Belgique au moment où on y était allé, c'est la psychologue d'ailleurs qui nous l'avait expliqué, c'est que ce parcours-là, avec la commission, elle est valable pour tous les couples, hétérosexuels ou homosexuels, parce qu'en fait, il s'avère qu'ils ont, dans le cadre de dons de sperme, beaucoup de couples qui se séparent ou de papas qui n'acceptent pas ce don. Et donc du coup, ils ont souhaité mettre en place cet accompagnement, parce que c'est comme ça qu'ils le justifient, auprès des familles, toutes les familles, pour que le don soit clairement bien intégré dans le process. Et c'est vrai que c'est perturbant. C'est vrai que c'est perturbant, surtout quand tu comprends pas, tu comprends pas pourquoi nous, plus que un couple hétéro, on devrait avoir un accord. Finalement, en fait, c'est un accord global. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, en soi, comme dit, je le conçois tout à fait. Et c'est pas c'est pas forcément que la commission, c'est vraiment le fait que ce soit d'ailleurs un couple hétéro ou un couple homo, le fait de venir devant un collectif ou devant un gynéco, un psy ou je ne sais qui, dire bon bah voilà, on veut des enfants et expliquer qu'on est prêt, enfin voilà, c'est vraiment, il y avait une question de se mettre un peu à nu devant ce collectif-là qui me gênait, mais je pense que j'aurais eu du mal même en étant hétéro. C'est vraiment pas. Quand on est hétéro et que ça se passe sous la couette, on dit rien à personne. Enfin, on n'explique pas à un médecin avant, bah voilà, ça y est, je suis prêt, je veux un enfant, etc. Enfin, rarement en tout cas. Et il y avait vraiment ce moment solennel en fait de se mettre à nu devant une assemblée, devant un collectif, ou en tout cas des gens allaient du coup après parler de nous comme étant un cas ou un patient. On devient un dossier. Mais après, je comprends tout à fait la démarche et la manière dont les cliniques mettent les choses en place. De toute façon, j'imagine bien qu'il faut trier au moins un peu les patients pour pas être complètement débordés. Mais c'est vrai que du coup, c'était quelque chose, moi, qui m'oppressait un petit peu à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est rédhibitoire. Enfin, je comprends complètement ton point de vue. Nous aussi, on s'est vraiment mis en frein au départ. On s'est dit, mais pourquoi ? Donc, le choix se porte sur l'Espagne, du coup ? Du coup, le choix se porte sur l'Espagne. À ce moment-là, on s'est inscrite du coup sur le forum Homo et Parents et on s'est inscrit à l'APGL pour avoir le plus d'infos sur toutes les cliniques qui étaient possibles d'avoir en Espagne. Donc on a lu beaucoup de parcours de femmes sur le forum, on a lu les commentaires, les critiques, ce que certaines préféraient, vraiment toutes les infos qu'on a pu trouver sur les différentes cliniques, les trucs, les méthodes. On savait que Chiron faisait les doubles inséminations. On sait que Girex, eux, ils font pas forcément un suivi par prise de sang. Enfin voilà, on a vraiment pris toutes les informations possibles et imaginables. Et ensuite, j'ai fait un petit tableau Excel qui reprenait tous ceux qui, pour moi, avaient des points positifs et des points négatifs. Enfin voilà. Et effectivement, il s'avérait que Eugine répondait au mieux à nos attentes. Et du coup, il y avait aussi effectivement le fait que nos copines soient passées par là. Et du coup, quand on voit la réussite des autres, quand on voit leur enfant, etc., ça met aussi un petit coup au moral, un petit coup de boost. Et ça aide beaucoup, je trouve, de garder, d'avoir ce côté positif, de voir que ça marche pour d'autres. Je trouve que ça aide beaucoup dans le parcours. Ouais, clairement, ça donne vraiment, en tout cas, ça donne la foi dans le parcours. Et c'est vrai que ces deux forums, enfin, en tout cas, le forum et l'association dont tu parles, ce sont de vraies mines d'or pour tout ce qui est information sur les parcours. Et ça permet clairement de sélectionner ce dont on a envie, parce qu'on n'a clairement pas toutes les mêmes envies. Nos parcours, ils sont tous différents, ils sont à notre image. Et aujourd'hui, avec ces forums, on peut choisir la façon dont on va concevoir nos enfants. C'est ça. Moi, c'est une des questions qu'on me pose vraiment le plus souvent là sur les réseaux sociaux, c'est de savoir comment tu as choisi ta clinique. Et souvent, je réponds, ma manière d'avoir choisi, notre manière en tout cas d'avoir choisi la clinique, ça sera pas la même que celle des autres. Il faut vraiment faire la liste de ce qu'on veut et éventuellement même prendre contact avec les cliniques, parce que le contact qu'on va avoir, la confiance qui va se mettre en place, on l'aura pas forcément avec les mêmes
les mêmes accroches en fait avec les gens simplement. Il y a des choses que moi j'attendais des médecins qui sont pas qui sont pas les choses que quelqu'un d'autre que je ne connais pas attend. Donc moi je réponds rarement sur les choix de clinique parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop personnel pour que j'en fasse partie en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment très très personnel, hein, clairement, et je sais qu'on se retrouve toutes dans un parcours qui finalement nous convient très bien, mais qui conviendront pas à quelqu'un d'autre. C'est exactement ça, ouais. Alors du coup, Eugine, c'est ça ? Du coup, Eugine, c'est ça. D'accord. Pourquoi Eugine ? Eh ben Eugine, alors déjà c'est ceux qui m'avaient répondu le plus rapidement quand j'avais fait mes recherches. Mhm. Et on a eu un très bon contact avec les gens qui effectivement, voilà, elle m'a parlé de mon protocole à moi personnellement, de comment on allait voir les choses par rapport effectivement à mes antécédents médicaux. Mhm. Elle me proposait de tester sur 2 essais sans stimulation. Voilà, elle m'a vraiment expliqué en fait tout ce qui pouvait se passer parce qu'on ne savait pas à quel moment ça allait fonctionner. Mais elle m'a quand même expliqué tout ce qui allait se passer entre la première insémination et éventuellement un parcours en FIV avec un transfert d'embryon. Enfin, voilà, elle m'a vraiment expliqué tout ce Toutes qui les était options. possible voilà, d'expliquer sur le parcours. Et du coup, je me suis sentie en confiance parce que je savais exactement ce qui allait m'arriver mois après mois. D'accord. Et c'est quelque chose, oui, effectivement, je pense qu'elle m'avait assez bien cerné parce que j'aime savoir, voilà, j'aime savoir à quoi m'attendre, j'aime savoir concrètement comment se passent les choses. Et là, voilà, elle m'a expliqué les dosages hormonaux, elle m'a expliqué ce qu'on allait regarder, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Enfin voilà, elle m'a vraiment expliqué tout ce que j'avais l'impression que certains gynécos en France essayaient un peu de cacher pour pas qu'on interprète les résultats en fait. D'accord. Ils ont été transparents. Ouais, vraiment. Et enfin, je dis ça, mais moi, ma gynéco en France, elle est assez transparente aussi. Enfin voilà, elle m'explique bien les choses aussi. Mais de tout ce que j'avais vu un peu dans les témoignages, etc., il y en avait quand même beaucoup qui comprenaient pas où ils allaient, enfin qui avaient leurs résultats, mais qui devaient à chaque fois attendre vraiment la clinique. Et moi, cette liberté-là me permettait en tout cas de me projeter un peu plus facilement et de savoir peut-être avec quelques heures d'avance, bon bah effectivement là mon oestradiol est à 260, le follicule est à 18, bon je vais peut-être pas attendre l'appel de la clinique, je pense que je peux réserver mon avion quoi. Mhm. Enfin, voilà, ça me permettait de comprendre effectivement où j'allais quoi. D'accord. Alors du coup, ils vous font partir plutôt sur, enfin ils te font à toi partir plutôt sur quand même un parcours d'insémination malgré le fibrome et donc ton utérus qui est cicatriciel. Oui, c'est ça. Le fibrome du coup effectivement on me l'a retiré, mais j'avais effectivement une grosse cicatrice qui pouvait gêner, mais pour eux, effectivement, ça valait quand même le coup d'essayer sur un cycle naturel pour voir comment je réagissais, effectivement. On a quand même déclenché l'ovulation. Mhm. Ça, c'était un peu une obligation. Pour le coup, ils veulent vraiment être sur des 36 heures, voilà, entre l'ovitrelle et l'insémination. Donc, du coup, on s'était mis d'accord. L'ovulation serait déclenchée quoi qu'il arrive. D'accord. Par contre, ouais, ils étaient hyper optimiste, même sur un cycle naturel, ouais. Ok, impeccable alors. Ouais. Donc vous commencez quand ? On commence en mars 2017. D'accord. Mars 2017, le premier essai. Premier essai, donc pas premier rendez-vous, un premier Ouais. essai. D'accord. Non, le premier rendez-vous, c'était en février 2017 et on a essayé directement dès que mon cycle a commencé, donc mars, voilà, D'accord. d'après. Et alors, comment se passe ce cycle ? Donc cycle naturel, un follicule mature à J14, enfin voilà, le cycle, j'ai envie de dire de base, tel qu'on l'explique dans les bouquins, quoi. Classique. Totalement classique, voilà, pas de place à la futilité, rien du tout. Enfin voilà, le J14, ovulation. Du coup, c'était notre premier essai, c'est là où on n'a pas trouvé justement de train et d'avion. Donc on est parti le mardi soir en voiture, un peu à l'arrache après le boulot. Vraiment ils nous ont appelés dans l'après-midi pour nous dire ok, il faut y aller. On est rentré, on a pris un pyjama, une brosse à dents et on est parti comme ça. On s'est arrêté sur Perpignan et on a repris la route le lendemain matin. Mmh. Et puis on est arrivé, je sais plus, il était
11h30 pour un rendez-vous à 11h35, quelque chose comme ça. Enfin voilà, un petit peu stressant. Oui. Un petit peu stressant. Puis du coup, il nous avait dit de bien venir avec la vessie pleine pour l'insémination. Donc je me suis arrêtée, j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai bu 1,5 litre. Enfin voilà, le truc. Je suis arrivée, ouais, voilà, un pile à l'heure avec la vessie mais pleine à craquer comme jamais. Enfin, c'était à la fois drôle et à la fois un peu stressant, quoi. Ouais, Mais voilà, l'insémination se passe sans souci. On reste un petit peu allongé les jambes en l'air là, les 5-10 minutes, et puis on venait aller se poser dans un petit parc au soleil, du coup, tranquillement. Et puis on a repris tout de suite la route parce que du coup on avait encore les 8 heures en sens inverse, quoi. Ouais, ce qui est quand même relativement long quand même. C'est assez long, ouais. Surtout que du coup moi, je voulais garder les jambes un peu en l'air, on va dire, la plupart du temps. Donc, c'est MC qui a conduit pendant 8 heures, pendant que moi, j'étais affalée dans la voiture, voilà, pleine d'espoir à ce moment-là. Et alors, est-ce que cet espoir a été récompensé ? Et non, parce que premier essai négatif. D'accord. Bizarrement, on l'a très bien vécu, Okay. dans le sens où, comme statistiquement, c'était souvent le 2e ou le 3e essai qui marchait. Pour nous, le premier essai, c'était un peu le chemin obligatoire. T'es obligé de faire ce premier essai pour justement que ça puisse marcher au 2e. Voilà. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme si c'était un peu un brouillon ou un coup d'essai. Enfin voilà, et ça permettait justement d'accéder à l'étape 2. Ok. Donc l'étape 2, c'était le mois d'avril, la 2e insémination. Toujours pareil, toujours sur un cycle naturel et déclenchement d'ovulation. De mémoire à peu près pareil, en J13, J14, le follicule est mature. Exact, enfin vraiment un copier-coller du premier cycle. Pareil, de 14 jours donc d'attente, toujours les fameux 14 jours, toujours aussi longs, quoi. Voilà, les 14 jours de progestérone aussi, parce que ça, pour le coup, c'est dans un peu dans leur protocole de base, les ovules de progestérone après l'insémination. Donc, tu l'avais fait aussi sur le précédent cycle ? Ouais, je l'avais fait aussi sur le premier, ouais. Ouais. C'était, ça, vraiment, c'était dans leur protocole de base. D'accord. Donc, du coup, comme le premier, voilà, le 2e, c'est avéré négatif. D'accord. Ok, comment vous le vivez à ce moment-là ? Toujours assez bien, dans le sens où les 63% de réussite, c'est au 3e essai, donc c'est sûr, c'est au 3e essai que ça marchera. Ça va être bon. Et dans ma tête, c'était c'était statistiquement, ça doit marcher au 3e, ça marchera au 3e. C'était vraiment clair. Ah ouais, c'était clair. Et puis en plus pour les deux couples de copines, ça avait marché au 3e essai, donc c'était vraiment c'est normal, c'est comme ça, c'est le 3e essai, quoi. D'accord. Donc tu te lances pleine d'espoir dans ce 3e essai. Je me lance pleine d'espoir dans ce 3e essai. On décide quand même de mettre une toute petite stimulation à ce moment-là. D'accord. Du coup, j'avais une stim à 25. Donc, c'est vraiment le plus petit dosage possible. D'accord. Voilà. Donc, c'est des stylos pré-remplis, là. Donc, on change juste l'aiguille et puis le stylo, on le met directement au frigo tous les soirs. D'accord. Moi, j'avais beaucoup de mal avec les prises de sang et les piqûres à ce moment-là. Donc, moi-même, c'était absolument inimaginable. C'est compliqué, ça. Voilà. Donc, c'est MC qui m'a piqué. Et elle y est arrivée ? Ouais, elle y arrivait très bien, ouais. Okay. C'est vraiment pas facile non plus en général. Ouais, du coup, en tout cas, ça nous a bien vaccinés pour, c'est le cas de le dire, j'ai envie de dire, pour les piqûres. Enfin, maintenant, j'ai plus aucun souci. Moi qui tombais dans les pommes avant, là, on peut y aller, il y a plus de problème. La prise de sang, facile, easy. Ah, mais ouais. Et même on m'a donné un petit stagiaire la dernière fois, tu vois. Donc, le truc qui aurait jamais pu être possible avant. aurait jamais pu être possible avant. D'accord. Ouais, c'est au moins un des avantages du coup de la PMA. Mais c'est vrai que ça nous fait, ces maternités et puis la PMA, honnêtement, ça nous pousse dans nos retranchements. Hein. Ouais, clairement. Et puis le fait, je pense, de vraiment le faire dans un but pas médical dans le sens où tu le subis pas, c'est vraiment quelque chose qui est choisi. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé, moi en tout cas, à avancer sur ce terrain-là. Ouais. D'accord. Et donc, 3e essai, donc je vis très mal la stimulation. C'est une toute petite dose, mais je suis d'une humeur massacrante. Enfin voilà, vraiment, franchement, même encore avec 3 ans de recul, je plains MC parce que je sais pas comment elle m'a supporté à ce moment-là. Tout me faisait péter un câble. C'est-à-dire que
je pouvais faire, je sais pas, tomber ma fourchette et je me mettais à pleurer, quoi. Vraiment la surréaction au dosage hormonal, ouais. Ouais. Et pourtant, comme dit, c'était une toute petite dose, mais ça a suffi. Ouais, mais ton corps était pas habitué. Ouais, sûrement, ouais. Et puis le stress un petit peu qui s'installe à ce moment-là, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup. Et puis du coup, j'ai fait promettre que si ça marchait pas, elle m'interdisait parce que du coup, on a enchaîné les 3 premiers cycles. Et là, j'ai vraiment fait promettre, si ça marchait pas, de me forcer à faire une pause. D'accord. Et du coup, bizarrement, avec la Steam, mon cycle avait été un petit peu plus long. Je crois que ça avait été à J16 que ça avait été mature, il me semble. Enfin voilà, c'était un petit peu plus long, oui. Bizarrement. Je pars en Espagne, on revient et on part en week-end pour l'anniversaire d'MC. J'avais préparé un petit week-end en Ardèche. Voilà, petit week-end pendant les ponts du mois de mai, là. De mise au vert. Et je devais tester pour son anniversaire. Donc du coup, moi c'était un signe, c'était sûr ça allait être positif. Enfin, voilà. Oui, on voit des signes partout. Ouais, mais c'est ça, comme si le fait que ce soit telle et telle date allait changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Faut y croire. Mais ouais, c'est ça, on y croit, mais voilà. Et donc du coup, je me lève ce matin-là et il s'avère que le test est négatif. Je lui avais pas dit non plus que j'allais tester ce jour-là. Enfin voilà. Et donc du coup, test négatif. Et là, franchement, j'ai eu un gros coup au moral. Parce que pour moi, on dit ça devait marcher au 3e essai, c'était obligé. Et là, c'était le 3e essai et ça marchait pas. Ouais. Et là, je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas pourquoi. Voilà. Donc, il y a eu toutes les peurs. La peur que ce soit à cause du fibrome et qu'effectivement, du coup, ça marche jamais. Enfin, vraiment, à ce moment-là, j'étais un peu au fond du gouffre. On se remet beaucoup en question sur les échecs. Hein. C'est vraiment difficile, l'échec. Et donc du coup j'ai de la chance parce que déjà MC m'a pas laissé continuer à cogiter. On est allé faire une rando de kayak, donc on a fait je crois 15 ou 16 km de kayak le matin. Et quand on est rentré, on s'est posé, je commençais à cogiter de nouveau, donc elle m'a dit hors de question, on s'est relevé, on est allé faire une randonnée de 15 km. Donc elle t'a pas lâché. Elle m'a pas lâché, il était hors de question que je m'apitoie sur mon sort. De laisser du temps pour cogiter. C'est ça, il fallait que je me remplisse l'esprit, donc elle m'a pas du tout laissé le temps de me poser. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de me dire on continue à avancer et de toute façon, si on avance, on finira bien par arriver quelque part. Donc j'ai quand même appelé la clinique. En fait, la clinique propose un service de soutien psychologique. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, ouais, c'est mine de rien, même si je pensais pas forcément en avoir besoin quand ils nous en avaient parlé au début, mais à ce moment-là, j'en ai eu besoin. Même si j'ai pas dit grand-chose de plus à la dame que j'ai eue au téléphone, juste le fait de mettre les mots dessus et qu'elle me dise je vous comprends, il faut continuer à avancer. Enfin voilà, le fait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, ça m'avait fait beaucoup de bien à ce moment-là. D'accord. Après, c'est vrai que mettre des mots, c'est vraiment super déjà qu'ils proposent ce service-là, parce que des fois, c'est juste de mettre des mots et de s'entendre dire que c'est normal, que ce qu'on ressent est normal, qui fait vraiment du bien. C'est ça. Et puis là, en plus, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'on nous propose. En fait, je recevais un mail ou un appel, d'ailleurs, ça dépendait des mois, après un échec, qui justement me rappelait que le service était disponible si j'en éprouvais le besoin. Et le fait que du coup j'ai pas de démarche particulière à faire, c'est pas moi qui vais chercher quelqu'un, mais qu'on vienne me chercher, ça m'a aidé effectivement à me dire oui, peut-être que j'ai besoin de ce soutien-là. Peut-être que c'est le moment effectivement de parler de ça à quelqu'un, quoi. Et du coup, en français, c'était en français, t'avais un interlocuteur français? Ouais, c'était tout en français, ouais. Ah, ça c'est. La dame parlait très très bien français, elle a trouvé les mots en tout cas qui m'ont apaisée à ce moment-là. Alors j'avoue que je me rappelle plus exactement de ce qu'elle m'a dit, vraiment j'ai un peu oublié, mais en tout cas ça m'a permis de me dire je fais la pause que qu'on avait dit qu'on ferait et on repartira le mois prochain pleine d'espoir et on continuera jusqu'à ce que ça marche. D'accord. Et donc, vous êtes reparti le mois suivant malgré la pause que tu devais faire ? Non, j'ai fait la pause.
j'ai continué un peu à m'enseigner sur sur comment est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour encore aider mon corps à accepter. Et du coup, ce mois-là, j'ai profité justement de la pause pour faire un tour chez une ostéo qui est spécialisée dans les soucis de fertilité. Et je suis allée voir une acupunctrice. Donc, je ne sais pas si j'y croyais spécialement à la base sur les médecines traditionnelles chinoises ou ce genre de choses. Encore aujourd'hui, je ne sais pas spécialement si j'y crois, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de me dire que j'étais dans une démarche, que je mettais un peu tout ce que je pouvais mettre de mon côté, on va dire. Et que c'était des petits pas pour arriver là où je voulais arriver. Donc ça t'a fait du bien, ça a été efficace? Ça m'a fait du bien et surtout, du coup, alors, on fait le lien qu'on veut, hein, mais j'ai super mieux vécu les stimulations. D'accord. Et pourtant, on avait augmenté la dose. On était passé à 37,5. Donc le risque était là vu ta réaction à la première stimulation. C'est ça. Et donc, du coup, j'en avais parlé justement avec l'acupunctrice qui m'avait dit, bah écoutez, on va travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'y connais pas grand-chose, voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai vachement mieux vécu les 14 jours, un peu moins du coup, les 12 jours de piqûre. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, 4e essai, 4e départ. Là, j'ai ma meilleure amie qui habite à Barcelone. Du coup, sur cet essai-là, j'ai pris, je sais plus, je crois que c'était un jeudi, et j'y suis allée le mercredi et je suis rentrée le samedi. Alors voilà, j'ai pris ma fin de semaine en me disant, il fait beau. C'était au mois de juillet en plus. Il fait beau, profitons-en. Donc, en plus, MC pouvait pas venir, donc j'étais un peu seule à Barcelone, enfin seule, du coup avec ma meilleure amie, mais j'étais un peu en vacances tranquillement à Barcelone, donc j'en ai profité. Et l'insémination se passe, et là c'était un autre docteur que ce que j'avais les fois d'avant, et qui m'a dit, écoutez, les fois d'avant on vous a dit de vous reposer, donc là, reposez-vous pas. Faites l'inverse. Ouais, c'est ça. Je suis sortie de la clinique, j'ai fait le tour de Barcelone. J'ai fait quasiment 20 km dans la journée. Il y avait une chaleur étouffante, donc j'ai bu, je sais pas, peut-être 3 litres de flotte pendant ma promenade, quoi. Mais je suis rentrée après, mais j'étais fatiguée, mais tu sais, la bonne fatigue, celle où, voilà, t'as l'impression que tout est zen, tout va bien se passer. Et j'ai eu une espèce d'optimisme sur ce parcours-là que j'avais pas ressenti sur les fois d'avant. Je pourrais pas l'expliquer, mais comme si en fait il y a un côté de moi où je me disais de toute façon je vais rien contrôler sur cet essai comme d'hab, et dans le pire des cas, si ça marche pas, on va commencer à parler des FIV, et là c'est effectivement, ça sera plus lourd, mais il y aura aussi plus de chances de réussite. Enfin voilà. Du coup, j'essayais de relativiser le parcours. Je suis à la fin des inséminations. Soit ça marche, soit on commence autre chose. Quoi qu'il arrive, ça ira dans le bon sens. Enfin voilà, vraiment, tu vois, essayer de passer à autre chose. Enfin voilà, de penser à autre chose et de enfin arriver à me détendre. Tu dis que tu étais à la fin des inséminations. En Espagne, c'est 4 ? Souvent, ils commencent à parler des FIV, après 4. D'accord, ok. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qu'on avait dit. On ferait 4. Si j'ai vraiment envie de faire une 5e, il n'y a pas de problème, mais ça serait, on commencerait en tout cas à en parler à ce moment-là. D'accord. Après, en Espagne, ils font vraiment un peu plus en fonction du ressenti, et voilà, comme dit, le psychologique joue beaucoup. Et je sais que j'ai des copines aussi qui au bout de 3 essais en pouvaient plus des inséminations et ont demandé, si le parcours de FIV est envisageable. Et du coup, il y a il y a un peu toutes les, les contre-indications. Enfin voilà, ils sortent tout le discours médical de pourquoi eux ils préféraient faire une insémination, etc. Mais ils laissent un petit peu plus le choix, en tout cas, de si tu as envie de passer en FIV, ok, on te suit, mais voilà, on va faire ça doucement, etc. D'accord. Et donc tu rentres à Lyon ? Donc je rentre à Lyon. Non, je rentre à Annecy. On va à Annecy. On passe le week-end à Annecy. On continue sur la lancée de pas se reposer. On sort en famille faire une rando, je sais plus, une grosse rando. On se repose pas de la semaine. Et on part le premier week-end en famille en Alsace.
Donc on se tape voilà les 500 km de voiture, aller 500 km retour. Enfin voilà, on décide de vraiment de pas se priver, pas se bloquer, tant pis, enfin voilà, on sera fatigué mais de toute façon s'il s'accroche, il s'accroche, mais voilà, on se compliquera pas la vie sur cet essai-là. D'accord. Et genre le jour, on dit souvent que il s'accroche au bout de 7 jours. L'annulation, c'est à peu près au bout de 7 jours. Le 7e jour, moi, j'ai fait de l'acrobranche sur un parcours militaire avec mon filleul. Oui. Voilà. Ah oui, vraiment, tu t'es pas pris la tête. Voilà, je me suis pas pris la tête, je me suis pas reposée. Ok, on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Okay. Et on rentre à Lyon. Il restait quelques jours. Bon, c'est toujours les derniers jours qui sont les plus longs à attendre. Ouais, c'est clair. Et, mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au sein, enfin vraiment tous les symptômes, je commence à être ronchon, enfin vraiment tous les symptômes prémenstruels. Donc là je me suis dit laisse tomber, c'est fini, tant pis. Et le 12e jour, je me réveille dans la nuit, enfin il était 5h du matin, et je me dis bon de toute façon j'y crois pas du tout, vu comment j'ai mal au ventre, c'est bon, je vais avoir mes règles aujourd'hui. Je fais quand même un test histoire de me donner bonne conscience, et là instantanément il y a la 2e barre qui s'affiche. Oh, c'est chance. Ouais, il a dû ça allait trop vite, ça a pas dû marcher. Et j'avais acheté les autres tests qui écrivent, tu sais, 1 ou 2 semaines, enceinte, pas enceinte, enfin voilà. Du coup, je fais cet autre test et celui-là m'indique directement 1-2 semaines enceinte. Oh, génial. Il était 5h du mat, j'arrivais pas totalement à réaliser, enfin voilà. Et du coup, je m'étais dit que si c'était positif, je dirais rien à MC, je cacherais les tests et j'irais faire une prise de sang. Du coup, j'ai pas du tout tenu. 2 minutes après, j'ai sauté dans le lit, je l'ai réveillée en la secouant, en lui disant il va falloir que tu m'épouses. Du coup, elle a compris tout de suite, hein. Bah oui. Et du coup, voilà, test positif, on va faire la prise de sang. J'avais un taux qui était déjà assez haut, enfin voilà, qui confirmait bien que voilà, le petit schtroumpf s'était installé et que j'étais enceinte, quoi. Donc on a fait les prises de sang donc toutes les 48 heures jusqu'à ce que le taux soit au-dessus de 2000, je crois, quelque chose comme ça, pour pouvoir programmer la première écho. Génial. Et puis voilà, la première rencontre, j'étais enceinte, je crois que c'était vraiment le tout début, juste pour voir la petite poche. On nous avait d'ailleurs dit vous verrez que la petite poche, et en fait il y avait déjà le petit cœur qui battait. Oh super. Ouais, c'était génial. Du coup on est parti, du coup c'était début août, donc on est parti en vacances hyper apaisés. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'était le début, voilà, de la vie de notre petite Alix. Et ta grossesse s'est bien passée ? Alors ma grossesse, ça s'est relativement bien passé. J'avais quand même du diabète gestationnel, et j'ai été arrêtée assez tôt. J'ai été arrêtée, je sais plus, au bout de 7 mois, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'Alice était trop costaud pour moi. D'accord. En fait, comme elle était très très grande et que je suis pas très très grande, du coup, en fait, même si elle était encore très haut, elle appuyait déjà sur le col. Donc il a fallu que je reste semi-allongée. J'étais pas en alitement strict. D'accord. Mais voilà, il fallait que je reste au calme en attendant. Ok. Et elle est née un peu en avance, si je me souviens bien. Elle est née effectivement à 36 semaines d'aménorrhée. Donc elle est née avec 5 semaines d'avance. Ton fibrome a joué sur la grossesse et la tenue de la grossesse, ou tu penses, ou pas du tout ? Je pense pas que ça ait joué sur la grossesse. Par contre, ils m'avaient mis une grosse pression sur l'accouchement. D'accord. Ils avaient peur que la cicatrice explose pendant l'accouchement, apparemment. Du coup, comme en plus elle était costaud, on m'avait annoncé que ça serait une césarienne, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Grosso modo, ils voulaient pas prendre de risques. Et en fait, j'ai oublié. Le jour de l'accouchement, j'étais chez mes parents parce que, en fait, MC était partie à Marseille pour rencontrer notre neveu qui était né 3 semaines avant. Donc, comme c'était 5 semaines avant l'accouchement, on s'est dit bon, prends pas trop de risques, ça va, quoi. Donc, elle m'a quand même posée chez mes parents parce que je me sentais pas très bien. Donc voilà, j'étais chez mes parents, j'avais pas de dossier, j'avais rien, hein. J'étais voilà, normal, quoi. Juste je passe la nuit chez mes parents pour être sûre, quoi.
Et en fait, dans l'après-midi, je commençais à avoir des grosses contractions rapprochées déjà, donc je commençais un petit peu à faire paniquer ma maman. Et à un moment, ouais, effectivement, elle me dit, bon, de toute façon, t'arriveras pas à dormir, t'as des contractions toutes les 3 minutes, on va monter à Lyon, on va voir ce qui se passe, et si c'est pas le bon moment, on dormira chez toi, enfin voilà, on se débrouille. En attendant, j'ai quand même appelé MC pour qu'elle fasse le chemin inverse, qu'elle revienne de Marseille. Et en fait, du coup, comme j'avais pas mon dossier médical, l'équipe qui était sur place, ils ont pas forcément réfléchi de la même manière que les sages-femmes qui me suivaient pendant le suivi. Donc du coup, eux voulaient essayer un accouchement par voie basse. Ouais. Voix basse. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé, ouais. Ça a été très très long. Génial. Ça a été très très long parce que je suis arrivée à la clinique, à la maternité, pardon, à 20h. Et j'ai accouché le lendemain à 15h41. Oui, voilà. C'est long. Donc MC a largement eu le temps de rentrer de Marseille. Il n'y avait pas de... elle a dormi par terre, la pauvre, à même le sol, avec mon coussin d'allaitement. Et du coup, ouais, on s'est toujours dit si jamais ça marche pour le petit Duz, on fera un sac spécial pour la deuxième maman pour qu'elle puisse dormir un peu plus confort au cas où. Tu m'étonnes. Mais ouais, du coup, MC a eu le temps d'être là, et puis voilà, et puis on a attendu sagement que qu'Alix pointe son nez. On savait pas encore à l'époque si c'était un petit garçon ou une petite fille, donc ça a été un peu la surprise. Ah, vous avez gardé le secret. On a gardé le secret, ouais. Et donc, l'arrivée d'Alix, petite fille, du coup? Et ben, l'arrivée d'Alix, ouais, du coup, en fait, on m'avait tellement... Comme elle était très costaud, on m'avait tellement dit que ça allait être un garçon. Quand ils m'ont posé sur le ventre et que c'était une petite fille, enfin, il y a vraiment eu un moment de silence de... c'est pas ce qu'on m'avait dit. Enfin, vraiment, voilà, un peu... je m'attendais pas à ça, quoi. Et en fait... comme elle est née effectivement un peu prématurée, elle a eu du mal à respirer tout de suite. Donc en fait, ils me l'ont montré et ils l'ont emmenée tout de suite. D'accord. Et elle a passé quelques jours en soins intensifs. Ah oui, quand même. Ouais. Elle a eu du mal, effectivement. Enfin, ses poumons, en fait, elle a bu la tasse et du coup, ses poumons s'étaient un petit peu refermés. D'accord. Et du coup, ça l'a dérangée. Elle n'est pas restée longtemps. Hein. Elle a eu une petite aide à l'oxygène pendant 2 jours et après, elle était 2 jours sous surveillance. D'accord. Donc, elle est restée 4 jours en soins intensifs. Et après, on a eu de la chance. On est allé en unité kangourou. Ah ouais, ça c'est... Je sais pas si tu sais, voilà, c'est une petite unité médicalisée, mais où du coup, tu es avec ton bébé. Donc, en fait... en gros, on avait, je crois qu'on était 6 patientes et il y avait 3 sages-femmes, 3 puéricultrices, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça fait vraiment une puéricultrice pour 2 patientes et donc elles ont vraiment le temps de rester avec nous et de nous soutenir, enfin voilà, de nous expliquer. Elles m'ont aidé à mettre en place l'allaitement. Enfin voilà, j'ai vraiment eu un suivi à ce moment-là qui était vraiment au top. Top. Et puis un point important d'ailleurs sur lequel je voulais insister juste, en soins intensifs, c'est vrai que normalement, il n'y a que les parents qui ont le droit de venir. Et on avait un peu peur à ce moment-là que, comme MC n'avait pas encore reconnu Alix, n'avait pas la possibilité de la reconnaître à la naissance, on avait un peu peur qu'ils ne considèrent pas MC comme un parent et que ça soit compliqué. Et en fait, pas du tout. Quand ils ont emmené Alix, ils ont emmené MC avec. Ils en avaient rien à fiche. Désolée pour l'expression. Non, mais c'est vrai. Vraiment que ce soit une femme. Enfin voilà. C'était sa deuxième maman et ils sont passés un peu outre la loi à ce moment-là parce que Alix et moi on avait besoin d'MC et que pour eux c'était aussi important que pour moi qu'elle soit là. Ouais, c'est vrai que dans les hôpitaux pour le coup, loi ou pas loi, alors la loi leur imposerait normalement de demander à la maman l'autorisation, à la maman biologique l'autorisation pour que la deuxième maman puisse accéder. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Enfin, tu es parent parce que tu amènes ton enfant et point. C'est ça. Et c'est vrai que sur le coup, moi, quand la dame, elle a dit bon, on emmène la petite, et qu'elle a dit à ma conjointe, madame, venez avec nous. Mais ça a été un soulagement. Oui, et juste, voilà, qu'on ne vienne pas avec des papiers me dire il faut que vous signiez pour qu'elle puisse aller voir sa fille. Enfin, ouais. J'étais pas bien. Déjà, on m'enlevait ma fille et moi, je pouvais pas être avec. Je voulais au moins que sa deuxième mère puisse être avec. Ouais, c'est vraiment très important. Mais pour ça, ils sont, pour beaucoup de choses, mais pour ça, ils sont vraiment très, très humains. Ouais.
Et C'est réfléchissent ça, pas. c'est là où on voit vraiment que sur certains points, le monde hospitalier, et cetera, est en avance Sur beaucoup de choses. sur le monde politique. Complètement. Complètement. Et alors, est-ce que du coup, vous avez lancé l'adoption d'Alix tout de suite? Pas tout de suite, vous Et ben, on n'étiez n'était pas mariés? pas tout de suite, on n'était pas Oui, mariés, voilà. tout à fait. On n'était pas encore mariés. De toute façon, on savait qu'il fallait que l'enfant ait déjà 6 mois de vie commune avec le parent adoptant. Du coup, on n'a pas précipité le mariage. On voulait faire ça bien. On voulait que. Au début, on s'était dit qu'on ferait un petit truc, voilà. Et puis en fait, quand on a fait la liste de nos proches, de nos familles, des gens qu'on voulait présents, en fait, on était une centaine. Oui. Donc ça s'est transformé de petit truc à on va faire la grosse fiesta. Et en fait, du coup, on a choisi le week-end, un week-end prolongé parce que on a de la famille qui vient d'assez loin, qui vient de Bretagne, d'Alsace, etc. Et donc, on voulait qu'il soit là. Donc, on a pris un week-end prolongé, voilà, de novembre, pour que tout le monde puisse être à nos côtés. On en a profité, on a fait le baptême républicain d'Alix en même temps, comme ça, c'était vraiment la recette. Et on a fait ça, voilà, au mois d'août. Donc au mois d'août, n'importe quoi, au mois de novembre. Au mois de novembre. Et du coup, Alix avait 8 mois. Et du coup, ça nous permettait, voilà, par contre, on s'est mariés. On a attendu d'avoir les papiers, nos états civils à jour. Et on a pris rendez-vous chez le notaire. Et par contre, voilà, après, on a enchaîné. Décembre, on a fait le notaire. Donc, février, on avait l'acte de non-rétractation. Et on l'a posé dans la foulée, parce que je crois qu'on a eu l'acte le 20 février, et on l'a posé le temps de tout compiler la semaine d'après, début mars, quoi. D'accord. Et vous avez eu un retour du tribunal à quelle date? Et on a eu un retour du tribunal. Alors, on a eu un premier retour en avril, parce que il y avait un des papiers sur lequel l'état civil n'avait pas mis à jour notre mariage. Donc c'était bien noté qu'on était pacsés, mais pas encore qu'on était mariés. D'accord, super. Donc on a dû refaire une demande à l'état civil qui nous a refait le papier en précisant bien qu'on était mariés. On l'a renvoyé. Et donc ça, c'était le temps qu'il y ait cet aller-retour-là, c'était en mai. Et donc on a tout posé en mai, et on a eu le retour de l'adoption en août. Ah oui, ça a été relativement vite. Ouais. Ça a été relativement rapide, ouais. D'accord. Et après, on a eu la transcription à l'état civil, donc du changement de nom, et du fait que l'adoption était actée sur l'état civil. On a eu ça en septembre, donc vraiment dans la foulée. Donc on a pu après on a pu remettre les livrets de famille à jour directement, quoi. D'accord. Ouais, super. Franchement, ça a été rapide. Vous avez eu besoin de passer devant le tribunal? Enfin, vous avez été en audience ou pas du tout? On n'a pas été en audience. Par contre, nous, on dépendait du tribunal de grande instance de Lyon. Donc, on a eu tout le dossier, photos, témoignages, etc. à monter. Le dossier qui est un petit peu long, un petit peu effrayant quand on se penche dessus au début. Mais en fait, on avait vraiment prévenu dès le début notre famille, voilà, qu'on aurait besoin, pendant ma grossesse, on en avait déjà parlé. Ce qui fait que au moment où on avait besoin des témoignages, en fait, ils avaient déjà commencé à les rédiger. D'accord. On n'a pas eu besoin de leur courir après. Et en fait, ce qui était assez touchant, c'est qu'ils l'ont vraiment un peu fait sous forme de lettre d'amour, quoi. Ouais. C'était vraiment des déclarations, c'était vraiment très touchant. Enfin, voilà, la manière dont ils nous ont montré leur soutien était vraiment, vraiment très touchante. Et ça nous a vraiment aidé à bien vivre ce parcours d'adoption, parce que psychologiquement, ça peut être un peu lourd, hein, voilà, de se dire bon, il faut que je justifie le fait de vouloir adopter mon enfant, quoi. Ouais. Enfin, non, mais c'est déjà l'adoption en elle-même, c'est pas quelque chose de facile, mais effectivement, devoir demander à des proches et à des tiers, hein, parce qu'il faut des proches, des amis et des tiers dans les témoignages. Donc voilà, demander aux sages-femmes ou à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de proche, voilà, de témoigner du fait que tu t'occupes de ton enfant, c'est quand même pas quelque chose d'évident à la base, quoi. Et effectivement, la douceur et la bienveillance de leurs mots ont vraiment fait que c'est passé, c'est passé comme une belle étape, alors que ça pouvait être quelque chose de désagréable, quoi. Ouais, clairement.
Non, c'est vrai que c'est ces moments-là où on récupère les témoignages, donc nous, on n'est jamais super à l'aise de demander ça, mais quand on les lit, nous, ça nous avait vraiment fait pleurer, hein. Plusieurs témoignages nous ont fait pleurer d'émotion. C'était vraiment des beaux moments. Malgré tout, en fait, finalement, dans cette procédure. C'est ça, c'est ça. Et puis, moi, je sais que, par exemple, ma maman avait été très touchée de lire la lettre de ma belle-mère. Oui. Parce que, en fait, ma belle-mère avait écrit, la fin de sa lettre finissait par « Accordez-nous l'honneur d'être ses grands-parents ». Donc, et ma mère a réalisé à ce moment-là que, bah, effectivement, mes beaux-parents n'étaient pas encore légalement grands-parents non plus. Et le fait de voir l'émotion que ma mère pouvait ressentir par rapport, du coup, au miroir un peu, ma belle-mère est à la même place qu'elle, enfin voilà, à une place de grands-parents. Et en fait, le fait de voir que les autres gens, moi, ça m'a ému en fait de voir que ma mère se rendait pas compte, parce que ma mère, pour elle, c'était tellement logique que elle me sait que sa mère, ses parents étaient donc ses grands-parents, que ses frères et sœurs, enfin ses frères étaient les oncles d'Alix. En fait, vraiment, le fait que les gens se rendent pas compte, moi, ça m'a ému, parce que eux, ils se voyaient pas comme étant différents en fait. Ouais, comme ayant la chance d'être d'office et automatiquement les grands-parents. C'est ça. Ouais. Dans ton blog qui donc s'intitule demandeatemer.com, tu décris complètement ton parcours. Tu guides d'ailleurs beaucoup les familles. Je pense que c'est d'ailleurs un des blogs qui doit rentrer de fait dans un parcours d'adoption dans un parcours de PMA puis d'adoption. Comment t'es venue l'envie et l'idée de raconter ton parcours ? En fait, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à chercher, j'ai cherché sur des forums un peu à droite à gauche. Tu lis beaucoup de témoignages, mais en fait, le problème des forums, c'est que tu cherches un peu à un endroit, un peu à un autre, un peu encore ailleurs. Enfin voilà. Et les informations se recoupent pas forcément toujours. Du coup, moi, j'avais envie de proposer un endroit où toute mon histoire et du coup, de manière un peu plus générale, tout un parcours de PMA se retrouvait pour que quelqu'un qui cherche justement une info ou qui vienne me poser la question à moi, je puisse lui dire, regarde sur cette page, t'as toute mon histoire, t'auras les réponses à une grande majorité de tes questions. Peut-être pas à toutes, on en reparlera, y a pas de souci. Mais en tout cas, t'auras déjà un peu les bases de ma vie, enfin de notre parcours à nous, quoi. Oui, puis c'est vrai que ça répond aussi à des personnes qui n'osent pas demander et qui n'ont qu'à aller chercher l'information. C'est ça. En fait, le problème du forum, c'est que ça reste... alors c'est anonyme, c'est chouette parce qu'on peut parler de manière anonyme, mais du coup, on n'arrive pas à se projeter sur quelqu'un. Je trouve que le fait d'avoir, que ce soit Instagram, Twitter ou le blog, les gens connaissent un petit peu notre tête, connaissent un petit peu... ils arrivent à se projeter peut-être un petit peu plus facilement sur notre vie et à se dire, effectivement, c'est ça que je veux, comment est-ce que j'y arrive ? Après, c'est sûr qu'on n'a pas tous le même parcours, ça c'est clair, mais je trouve que le fait de mettre des visages, de mettre des émotions, on rentre dans quelque chose de plus intime que un simple forum, un simple site. Et moi, c'était effectivement cette partie-là qui permet, en tout cas, je trouve, d'avoir confiance dans la personne avec qui on parle et du coup d'échanger peut-être intimement un peu plus facilement. Et du coup, tu es régulièrement sollicitée ? Ouais, je suis assez sollicitée pour des parcours, pour savoir, des fois juste pour en discuter. Il y a des gens qui viennent juste me dire bon j'ai mon premier contrôle gynéco demain, je te tiens au courant. Oh, super. Ok, très bien, moi ça me va. c'est cool. Ouais, c'est clair. J'adore. J'adore parce qu'en plus c'est souvent des gens qui après viennent m'annoncer des grossesses, donc c'est juste génial. Ouais, quoi. c'est clair. Super. Mais et après il y a d'autres gens, il y a des petits jeunes qui se découvrent et qui ont besoin parce que quand on parle PMA, la plupart du temps, les PMA dont on entend parler, ça a été, je sais pas moi, Amélie Mauresmo et Marinette Pichon, qui sont effectivement des personnalités connues et qui sont passées par la PMA. Mais qui en parlent peu. Non, on parle encore peu, effectivement, mais qui au moins, ont un peu plus de portée, on va dire. Mais après, on connaît personne. Je veux dire, il y a pas de série qui en parle. Enfin, un peu plus maintenant, des fois, il y a 10% qui en a parlé. Mais il n'y a pas vraiment de série ou de choses sur lesquelles on peut se projeter, simplement, se dire, oui, effectivement, ça existe, quoi. Les L-Words, ça se passe pas comme ça en France. C'est ça. On n'a pas de manière de se dire, effectivement, moi, je veux ça. Et du coup, moi, c'est souvent des petits jeunes qui viennent, effectivement, m'écrire pour me dire, en fait, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et ça, c'est chouette parce que c'est exactement le but de Demande à tes mères.
c'est juste de donner un peu d'espoir et quand ça va pas, de se dire, bah, effectivement, ça existe, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que, tu vois, j'ai à peu près le même genre de témoignages assez régulièrement, du coup, depuis que j'ai lancé le podcast. Et c'est galvanisant de se rendre compte qu'en fait, on sert à quelque chose, vraiment. Et c'est ça. C'est Moi, c'est juste génial quand il y a quelqu'un avec qui je discute, bah, des fois pendant des mois et des fois beaucoup moins parce que bah, le parcours est plus ou moins long, mais quand effectivement il y a quelqu'un qui m'écrit et qui après me dit ouais, bah ça y est, ça a marché, je suis enceinte, et qui me balance une photo d'écho, enfin c'est juste génial, quoi. C'est clair. Je me dis j'ai peut-être pas servi à grand chose, mais si à un moment elle a eu besoin de me parler et que j'étais là, bah c'est chouette. Ouais, c'est déjà génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et ben pour la suite, bah déjà beaucoup de bonheur toutes les 3, et puis éventuellement bientôt tous les 4, peut-être. Mais oui, parce que j'ai vu que vous étiez en parcours pour un 4e, un 2e. Alors, on va pas faire tout de suite le 4e. On sait jamais. On sait jamais. Ça arrive vite. Méfie-toi. Ouais, oui, ça arrive plus vite, c'est ça, ouais. Non, alors non. Quoique si ça arrive, écoute, ça arrivera. Écoute, franchement, c'est que du bonheur. Non, à 4 avant de passer à attends, vous êtes 6? Ouais. Ouais, non, on va passer à 4 déjà, ça sera bien. D'accord. Comment se passe, vous avez commencé le parcours du coup pour MC? Pas du tout? Ouais, on a eu 2 échecs, on est sur le 3e essai là. D'accord, OK. Le fameux 3e essai qui Le fonctionne à tous fameux les coups. 3e essai. Donc c'est obligé, c'est celui-là qui marche. Il faut que ça marche, on va croiser les doigts pour vous alors. C'est ça, génial. Je te remercie beaucoup Stéphanie, pour cet échange qui franchement était, enfin je me suis éclatée. Génial, merci. Je t'en prie. J'invite tous nos auditeurs à aller regarder et à suivre ton blog et ton compte Instagram où vous avez des photos, notamment des photos de votre mariage qui sont juste magnifiques. Ouais, le photographe était génial. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que le photographe, mais oui, effectivement, les photos sont très très belles. Et aujourd'hui, voilà, enfin, je pense que ton compte est clairement d'utilité publique, en tout cas pour nous, et vraiment, enfin voilà, qu'il n'hésite pas. Alors, je me permets de dire qu'il n'hésite pas à te solliciter, mais je pense que c'est bien le but de ton compte, parce qu'aujourd'hui, tes informations sont très très claires, et puis voilà, enfin, je vois que tu es disponible, et c'est pareil pour moi de mon côté. S'il y a besoin qu'on me sollicite, il n'y a aucun problème. C'est génial. Merci beaucoup Stéphanie, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce 8e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Stéphanie, ainsi que son compte Twitter et l'adresse de son blog demandeatemères.com. Vous trouverez aussi le lien de la clinique Eugine que vous connaissez déjà, par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Less alone. I'll be right behind you, Josephine.